OK. Donc aujourd'hui, pour cette troisième conférence, puisque j'en ai fait déjà 2 autres hier, au BGF et je remercie encore une fois les organisateurs, de m'avoir invité pour, vous proposer ce contenu lors du BGF. Donc je vous ai proposé pour cette, 3e conférence, eh bien, une thématique sur le choix dans les jeux vidéo et notamment le dilemme du tramway. Donc j'ai intitulé cette conférence «Être confronté au choix dans les jeux vidéo» ou «Comment éveiller l'esprit critique du joueur via le dilemme du tramway». On va parler choix, on va parler dilemme, on va parler jeux vidéo et je vous montrerai des exemples, eh bien, concrets, hein, de jeux vidéo pour illustrer donc cette conférence. Avant de commencer, qui je suis? Alors qui je suis? Je m'appelle donc Antoine Chollet, je suis docteur, donc ça j'ai réalisé une thèse, un doctorat en management, donc en sciences de gestion, si ça vous parle, et je l'ai faite sur les jeux vidéo. Donc c'est vrai que j'ai la passion des jeux vidéo depuis tout petit, même avant le cosplay, hein, pour ceux qui, qui me connaîtraient. Avant le cosplay, je suis avant tout passionné de jeux vidéo et j'ai décidé eh bien, de mener une réflexion sur les joueurs de jeux vidéo et le management, et plus précisément, est-ce que les joueurs de guildes dans les MMORPG développent des compétences managériales qu'ils peuvent ensuite mettre à profit dans leur vie professionnelle ou vie personnelle. Donc ça, c'est vrai que c'est ma thèse que j'ai présentée hier d'ailleurs lors des BGF. C'était la deuxième conférence que j'ai proposée sur cette thématique. Je suis également enseignant-chercheur, donc ça, c'est mon métier. C'est mon métier, maître de conférence, c'est le statut que j'ai. Autrement dit, plus vulgairement, de manière vulgarisée, prof à la fac. C'est un peu ça. Donc, je suis à l'université de Montpellier, et plus précisément à l'IUT de Montpellier, dans un département informatique. Bien entendu, joueur passionné, ça aide pour pouvoir proposer du contenu, hein. Lorsque l'on joue aux jeux vidéo, on arrive à avoir un certain recul. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma thèse de doctorat, pour avoir du recul sur ma propre pratique des jeux vidéo et de pouvoir analyser, décortiquer, étudier, rechercher les comportements notamment des joueurs face aux jeux vidéo. Et enfin, je suis membre de l'association Push-Start. Donc, c'est vrai que Push-Start, c'est une association du sud de la France qui regroupe les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo. Et j'accompagne certains de mes étudiants pour devenir eh bien, professionnels dans le jeu vidéo en tant que programmeur, infographiste, chef de projet, etc. Donc, c'est aussi mon rôle en tant qu'enseignant d'accompagner mes étudiants dans l'insertion professionnelle et notamment en partie dans le jeu vidéo. Bon, ça, c'était pour savoir qui j'étais, c'est pas le plus intéressant. On va donc parler du choix. Choisir. Ah là, quelle belle notion que de devoir choisir dans sa vie. Toutes les personnes qui sont ici, hein, vous avez certainement dû, au moins une fois dans votre vie, je le pense, hein, dû choisir entre deux, voire plus, possibilités qui étaient extrêmement complexes, eh bien, à analyser, et le choix a été très difficile. Ce choix peut se réaliser dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, associatif, hein, personnel, sentimental, financier, etc. Il y a des choix beaucoup plus simples que d'autres. Il y a des choix, je veux dire par là, si ce soir vous décidez de manger, ça sera quoi? Ça sera salade composée ou alors peut-être une pizza. Bon, bah là, à la rigueur, le choix n'est pas, enfin, il peut être très dur, mais il n'a pas beaucoup de conséquences. Par contre, si on vous demande dans un choix, est-ce que vous acceptez ce poste-là ou pas? Parfois, vous avez toute une vie, mais vraiment toute une vie qui peut être conditionnée par rapport à un choix que vous aurez fait à un instant T. Et avec du recul dans votre vie, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez un peu de vécu, hein, un peu comme moi, bon, j'ai encore plein de choses à vivre, mais avec une introspection, vous dites, waouh, les choix que j'ai faits dans le passé ont conditionné la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant. Et dans le jeu vidéo, ça apparaît également. Donc là, on fait une présentation un peu générale, et puis après, on abordera plus précisément le choix dans le jeu vidéo. Avant de passer quelque part à la définition des termes, puisque en tant qu'universitaire, je tiens à ce que l'on parle des bons mots, qu'on définisse qu'est-ce que c'est que le choix, eh bien, quelques citations un peu, on va dire, populaires pour eh bien cerner la notion de choix. La première, c'est celle-ci. On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. C'est vrai que quelque part, le choix vous permet peut-être d'avoir raison, mais de pas forcément être heureux, ou inversement. Donc là, c'est Rosenberg, c'est un psychologue US, donc du 19e du 19e et 21e siècle, 20e et 21e siècle, voilà, pardon. Il est malheureusement décédé il y a peu. Et donc, Marshall Rosenberg définissait le choix comme une condition du fait d'être heureux. Parfois, vous allez faire des choix dans votre vie qui vont vous permettre d'être heureux, mais vous vous direz, j'ai pas eu forcément raison, mais ça me permet d'aller bien. Ou inversement, ou les deux. Et dans ce cas-là,
c'est super. Autre citation, ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Donc là, c'est Jane Rowling, c'est une romancière britannique du XXe siècle et qui est toujours en vie. Et c'est vrai que pour Rowling, le fait de choisir, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous exprimer et de montrer aux autres qui l'on est. Entre les mots et nos actes, les actes en disent beaucoup plus que nos mots. C'est pour ça que les actions sont plus importantes pour certaines personnes que le blabla et les mots. Autre citation, il y a peu à choisir entre des pommes pourries, et c'est ça qui va un peu introduire la thématique de cette conférence. C'est-à-dire que si vous avez des choix qui sont tous mauvais, selon vous, hein, selon vous qui sont tous mauvais, eh bien, d'après William Shakespeare, donc là, je pense que tout le monde au moins connaît hein, le poète britannique du XVIe, XVIIe siècle, quand vous avez des choix qui sont tous pourris, eh bien, il y a peu à choisir et vous n'avez pas envie de choisir. Et c'est ce qui justement nous permet de lier la prochaine citation d'Amélie Nothomb, donc la romancière. Donc le seul choix est l'absence de choix, et c'est vrai que le fait de ne pas choisir est un choix en tant que tel. On peut partir sur cette définition. Choisir, c'est éliminer, d'après Francine Noël, la romancière canadienne. C'est vrai que lorsque vous faites un choix, quel qu'il soit, eh bien vous allez automatiquement éliminer l'autre possibilité. Que vous le vouliez ou non, quand vous choisissez entre l'option A ou l'option B, si vous faites un choix, vous éliminez l'autre, même si vous n'aviez pas envie. Je vais prendre un exemple concret dans la vie de tous les jours, et je vous rassure encore une fois, on abordera plus spécifiquement le jeu vidéo après. Si vous avez deux personnes avec qui vous voulez être, eh bien, vous devez faire un choix. Vous pouvez être avec les deux, mais ça risque peut-être de poser problème dans votre relation. Mais sinon, vous en choisissez une personne et vous éliminez automatiquement l'autre personne. Quand bien même vous vous dites, ouais, j'aurais bien aimé aussi, mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Ce sont nos choix qui déterminent qui nous sommes, une citation un peu plus populaire hein, dans Spider-Man 3, et c'est vrai que ça rejoint un peu la citation que disait Rowling, donc qui est juste au-dessus. Donc voilà, ça c'est pour commencer sur quelques citations, pour définir un peu le choix, vous donner un peu matière à réfléchir avant de rentrer dans le cœur du sujet. Finalement, le choix, c'est une action, enfin, on peut la qualifier comme ça, qui a plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui va conditionner votre choix, quel qu'il soit? Le premier facteur, c'est la personnalité. Chaque personne à ses émotions, ses aptitudes et compagnie. Et donc, en fonction de la personnalité de chaque individu, vous allez faire un choix A, un choix B, un choix C. Et c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, des personnes feront tel choix et d'autres un autre choix. Et ça dépend de votre personnalité. Ça dépend de votre humeur également. Si vous vous sentez d'humeur joyeuse ou alors d'humeur exécrable ou énervée, vous ne ferez pas les mêmes choix. C'est ces fameux choix que vous regrettez parce que vous étiez énervé et malheureusement vous avez peut-être cassé un élément que vous n'auriez jamais cassé auparavant, mais à cet instant précis, eh bien votre colère s'est exprimée et vous a permis de faire le choix de casser un objet. Mais ça peut être aussi quand vous êtes peut-être dans des états un peu seconds, hein, alors sans favoriser ça, mais quand vous avez bu un petit peu lors de fêtes, eh bien vous faites peut-être des choix qui, eh bien vous n'aurez peut-être pas fait si vous étiez sobre. Le contexte est très important. Vous pouvez vous retrouver dans une situation ou dans un contexte qui favorise le choix. Et là, vous l'avez peut-être vécu lorsque vous achetez des objets, quand vous avez un vendeur qui vous propose tel produit, qui le vante, etc. Et bien vous dites, ah bah ça, je vais l'acheter, parce que dans cette situation, vous étiez apte à acheter. Ou quand, par exemple, après le confinement, beaucoup de personnes se sont senties confinées, ils ont fait le choix de tous sortir parce qu'ils en avaient marre de rester enfermés. Donc le contexte a fait que ça a favorisé la sortie. Les conséquences, est-ce que votre choix va avoir des conséquences sur votre avenir, sur vos décisions, votre vie? C'est sûr qu'entre choisir entre tomates et céleri pour la salade composée, ça va pas avoir beaucoup de conséquences, sauf si vous êtes allergique, bien entendu. Mais si on vous dit, vous prenez le poste à San Francisco ou vous prenez le poste à Tokyo? Ah, ouais, c'est sûr, ça sera pas la même vie que vous allez mener entre les deux. Alors, cela peut dépendre aussi d'un tiers comme nos parents. Tout à fait, Tsuki, tout à fait. C'est vrai que les autrui, si on peut appeler ça comme ça, hein, autrui, les autres personnes peuvent avoir donc un impact, une influence sur nos choix. Et je remercie Amandine pour la petite association maître de conférence et cosplayer. Et oui, on a différentes vies dans une vie. Il y a les intérêts. Les intérêts, est-ce que vous avez un intérêt à faire ce choix? Un intérêt financier, un intérêt professionnel, un intérêt peut-être d'amitié, d'amour? Ça va conditionner votre choix. Et enfin, l'expérience, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de faire un choix qui a raté, eh bien, vous n'allez pas refaire le même choix, sinon ça va encore rater. Et en psychologie, on parle souvent de, on peut faire une erreur, l'erreur est admise, l'erreur est humaine, on a d'ailleurs cette expression en français. Par contre, si on refait l'erreur, ce n'est plus une erreur, c'est une faute.
Donc là, la faute, par contre, est beaucoup plus préjudiciable qu'une erreur. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Vous avez le droit de faire des erreurs et à la rigueur, tant mieux si vous en faites parce que vous serez capable de réfléchir pourquoi vous avez fait cette erreur. Et c'est ça qui est plus intéressant. C'est le fait de réfléchir à pourquoi. Par contre, s'ils refont la même erreur, là, je leur dirais, c'est dommage parce que tu n'as pas appris, tu n'as pas analysé pourquoi tu as refait la même erreur. Donc, c'est une faute. La définition du choix, justement. Si on prend la définition du dictionnaire Larousse, hein, je ne suis pas allé très très loin, mais bon, je pense que pour une conférence grand public, c'est plus intéressant de vous donner des définitions qui sont accessibles, parce que dans la littérature scientifique, parfois, elles sont assez, on va dire, elles sont assez complexes. Mais c'est une action de choisir quelque chose, quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres, au résultat de cette action. Voilà, le choix d'un métier, d'un collaborateur, on choisit. Autre définition, c'est le pouvoir, la possibilité de choisir. Et là, vous avez cette notion de je vous laisse le choix de l'heure de notre rendez-vous. C'est-à-dire que le choix, c'est aussi une forme de pouvoir. Vous pouvez transférer envers l'autre, envers un tiers, la possibilité d'avoir une action sur vous. Je te laisse choisir. Vous allez au restaurant avec quelqu'un, je te laisse choisir quel restaurant dans lequel nous allons aller. Et là, cette personne a directement du pouvoir dans la décision, puisque vous transférez la possibilité de choisir. Donc le choix est une forme de pouvoir en tant que tel. C'est un ensemble de choses, aussi d'éléments parmi lesquels on peut choisir. Voilà, un magasin qui offre un grand choix d'articles. Bon, bah là, c'est vrai que quand vous allez dans des grandes surfaces, dans des magasins, vous avez le choix dans les produits. C'est également un ensemble de choses qui ont été choisies, sélectionnées pour leur qualité. Un choix de poésie, quand vous avez un choix de poésie, un choix de texte, un choix de musique. On peut, derrière le choix, avoir cette notion de qualité. Vous avez été choisi, parce que vous êtes l'élu, hein, si on reprend en Néo dans Matrix, voilà, j'ai été choisi parce que les autres, ou alors un comité, un public, bref, des experts, ont estimé que j'étais de meilleure qualité que d'autres personnes. Là, je ne parle pas pour moi, hein, quand je dis jeu, c'est un jeu général. Donc, le choix peut être aussi une notion de qualité. Et c'est là où ça nous intéresse, c'est que, ok, on a parlé du choix, mais il y a aussi la notion de dilemme. Et le dilemme, c'est autre chose. Le dilemme en logique, c'est une alternative entre deux propositions sémantiquement ou formellement incompatibles. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas être compatibles. Les deux ne peuvent pas être choisis en même temps. Soit peut-être, je sais pas, par exemple, hein, vous avez la possibilité de choisir tel poste, je le disais, ou tel poste, vous pouvez pas avoir deux métiers en même temps. Enfin, peut-être que si. Mais si on vous dit non, c'est soit l'un, soit l'autre, dans ce cas-là, vous êtes face à un dilemme. C'est une obligation de choisir entre deux parties qui comportent l'un et l'autre des inconvénients et des alternatives. Comment sortir de ce dilemme? Bon, là, en français, cette expression, c'est comment je fais pour sortir de ce dilemme? Comment je fais pour ne pas être dans ce dilemme qui me tiraille? Et ça, c'est vrai que c'est une situation très dommageable. Et donc, dilemme ou choix. C'est vrai que le dilemme et le choix sont deux mots en français que nous avons, mais ils ont leur propre définition et leurs propres conséquences. Le choix n'est pas, enfin, le dilemme est une forme de choix très drastique. On parle même de choix cornélien, hein, de Pierre Corneille, hein, c'est vrai que le dramaturge du XVIIe siècle, qui a fait notamment l'illusion comique, Horace ou encore le Cid, hein, ça doit vous rappeler des titres que vous avez eus peut-être durant vos études ou que vous êtes en train d'étudier. Donc Pierre Corneille faisait jouer ses personnages avec beaucoup de dilemmes, et c'est pour ça qu'on parle de choix cornélien. Ça vient pas du tout du chanteur Corneille hein, du début des années 2000, rien à voir. Et donc, que faire face à un dilemme ou un choix cornélien? Voilà, que faire face à ça? Eh bien, nous allons tenter de donner des réponses durant cette conférence. La définition du tramway, c'est dans le titre, et donc c'est vrai que c'est ça qui va nous animer et que je vais vous faire en lien avec le jeu vidéo juste après. Qu'est-ce que c'est que la définition du tramway? La définition du tramway, c'est Philip Afoot, donc c'est un philosophe britannique hein, qui en 1967 avait, c'est une femme pardon, Judith Jarvis, non, c'est pas elle, pardon. Donc Philip Afoot, c'est vraiment un homme, pardon. Donc philosophe britannique en 1967 qui a exposé la définition du tramway. Et c'est une illustration quelque part de l'éthique normative. Alors je vais pas approfondir pour pas que ça soit trop jargonné et complexe, mais grosso modo, ça fait appel à l'éthique, à votre morale personnelle. Alors, je vais vous l'exposer telle quelle. La définition du tramway, telle qu'elle a été, on va dire, proposée par Philippe Afoot, voilà, donc c'est vrai qu'il y a des séries, hein, effectivement, Lala, Lila, que tu l'as exposé. Donc voici comment c'est exposé. Imaginez, vous êtes à la tête d'un tramway qui ne peut pas s'arrêter. Ce tramway,
il a une allure, vous êtes à grande allure, vous êtes sur des rails, et devant vous s'offrent deux choix, deux rails avec un aiguillage que vous allez actionner. Et donc l'aiguillage sur la voie numéro 1, celle qui est en haut par exemple, vous avez une personne qui est attachée. Cette personne est attachée et vous la connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez qui est attaché au rail, et donc bien entendu, si jamais vous prenez cette voie, vous allez la tuer. Sur la seconde voie, la voie numéro B, vous avez 5 personnes. Vous avez 5 personnes qui sont attachées, tout comme la personne que vous connaissez, mais dans ce cas-là, vous ne les connaissez pas. Donc c'est 5 personnes que vous ne connaissez pas qui sont attachées sur cette voie. Le dilemme, c'est quelle voie vous allez prendre, sachant que vous ne pouvez pas dérailler, vous ne pouvez pas arrêter le tramway. C'est comme dans le film Speed, hein, si vous vous en rappelez, c'est un vieux film. Dans le film Speed, le bus doit obligatoirement avancer s'il ne veut pas exploser. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc, vous devez sélectionner malheureusement une des voies. Et j'aime bien donner ce choix, hein, ce dilemme à mes étudiants. Et il y en a qui disent bah, la voie numéro A ou la voie numéro B. Et il y en a qui me disent toujours, mais monsieur, c'est quoi la bonne réponse? Et je leur dis, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Vous allez faire un choix vis-à-vis de votre morale, vis-à-vis d'arguments que vous allez avoir, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, clairement. Il y en a qui vont sélectionner la voie numéro A, ils vont donc écraser et tuer la personne qu'ils connaissent, mais ils vont sauver 5 personnes. Et à l'inverse, il y en a qui vont tuer 5 personnes pour sauver la personne qu'ils connaissent. Il n'y a, encore une fois, pas de bonne réponse, et j'imagine que toutes et tous dans la salle, vous avez une réponse, hein, vous avez peut-être une préférence. Alors oui, c'est pas très gai, hein, mais si vous deviez malheureusement dans cette situation, eh bien choisir quel choix vous ferez. Je vous demande pas de répondre, vous pouvez si vous le voulez, mais en tout cas, ça fait appel à votre morale et à votre éthique. Ah, je vois que certains sont en train d'écrire. Je ferai peut-être des petits commentaires quand vous allez poster. Pile ou face. Oui, voilà. Donc on peut aussi donner le choix dans le hasard, hein, ça peut être aussi une possibilité. En tout cas, le cas numéro 1, donc je tue une personne que je connais, mais je sauve 5 inconnus. Et le cas numéro 2, donc je tue 5 inconnus, pardon, mais je sauve une personne que je connais. Ce dilemme du tramway a été dérivé et justement par l'équipe de Philippe Afoot. Donc là, c'est Judith Jarvis Thomson, donc c'est une philosophe américaine hein, spécialisée en morale et en métaphysique. Elle a 90 ans, elle est toujours en vie, cette personne. Et voici les variantes pour montrer le dilemme dans quelle situation il peut aussi être vécu. La première variante, c'est le dilemme de l'homme obèse. Alors, c'est Judith Tarvis qui a dit homme, hein, on est dans une société aujourd'hui, il faut homme, femme, etc. Donc prenons le cas où, dans ce cas-là, c'est un homme. Ça aurait pu être une femme, bien entendu. Donc, le dilemme de l'homme obèse se présente comme tel. Imaginez, vous êtes sur un pont avec un homme obèse, et tous les deux, vous regardez une personne qui est attachée, encore une fois, au rail d'un tramway qui passe juste en dessous du pont. Donc, vous êtes sur le pont. À votre droite, vous avez cet homme obèse, mais vraiment très fort. Et en dessous de vous, vous voyez à 100 mètres, même pas, ou à 50 mètres, une personne qui va donc, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas, et vous ne connaissez pas l'homme obèse d'ailleurs, attaché au rail. Et manque de bol, il y a encore un tramway qui arrive, donc il arrive dans votre dos, vous l'entendez, et là, un dilemme s'offre à vous. Soit vous laissez le tramway poursuivre sa route, et dans ce cas-là, eh bien, la personne qui est à 50 mètres devant vous, vous allez la voir mourir sous vos yeux, et donc là, vous allez être, on va dire, on peut vous poursuivre pour un meurtre passif, vous allez être acteur de la mort de quelqu'un et vous n'avez rien fait, ou alors, eh bien, la deuxième possibilité, c'est que par accident, il n'y a personne qui vous observe, par accident, vous allez pousser l'homme obèse depuis le pont qui va atterrir sur les voies du tramway et qui va donc bloquer le tramway. Et vous allez sauver la personne qui est attachée au tramway. C'est une hypothèse, hein, d'accord? Il y en a qui me disent à chaque fois, oui, mais le poids et tout ça, partez du principe que ça va arrêter le tramway. Et donc, dans ce cas-là, certes, vous avez peut-être commis un homicide, vous avez poussé cet homme et vous allez évoquer l'accident, mais dans votre morale, vous vous êtes dit peut-être, j'ai sauvé la personne 50 mètres plus loin. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun font le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Mais c'est un vrai dilemme. Autre variante. Ah, je vois que par contre, voilà, donc Tsuki, je vais répondre aux petites questions, ça me fait plaisir. C'est difficile en soi de réellement évaluer. À froid, je choisirais de sauver 5 personnes, mais je ne suis pas sûr que dans la réalité, je serais capable de sacrifier une personne que je connais. Exactement. Et en fait, Tsuki, là, ça fait appel à la morale, ça fait appel à notre vécu, à notre expérience. Si c'est une personne que vous connaissez, mais que vous détestez, ça va peut-être modifier le choix final. Donc là, je suis entièrement d'accord. C'est
C'est assez, ça fait appel à la morale et à l'éthique. Et Amandine, ce dilemme est encore utilisé pour programmer des intelligences artificielles de voitures autonomes. On va y arriver, Amandine, justement. Petit spoiler, on va arriver, il n'y a pas de problème. La deuxième variante, c'est le dilemme du chirurgien. Donc le dilemme du chirurgien, c'est aussi énoncé par l'équipe de Judith Tarvis Thompson, donc Jarvis Thompson, pardon, en 86. Et donc là, Judith dit la chose suivante. Imaginez, vous êtes un chirurgien. Vous opérez dans un hôpital, ok, c'est certes, et vous avez dans votre service 5 personnes, 5 patients qui sont au bord de la mort, et chacun de ces patients que vous suivez a un organe qui est défaillant. Pour le premier patient, c'est le cœur. Pour le deuxième, eh bien, c'est le foie. Donc, pour le troisième, c'est les poumons. Pour le quatrième, c'est la rate. Et le cinquième, c'est le pancréas, par exemple. D'accord? Donc, vous avez ces 5 personnes que vous avez dans votre service qui sont destinées à mourir. Il n'y a pas de greffes qui sont prévues parce que malheureusement, les besoins ne peuvent pas être satisfaits et donc ils vont mourir incessamment sous peu. Et là se présente dans votre service un touriste cycliste qui s'est malheureusement eh bien, foulé la cheville et vous demande eh bien, s'il peut, on va dire, avoir une nouvelle cheville et est-ce qu'il peut vous la manipuler pour la remettre droite. Vous êtes chirurgien, vous avez la compétence et vous dites, eh ben, écoutez, venez dans mon cabinet, venez dans ma salle, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Là, vous êtes face à un dilemme. Je ne sais pas si vous le voyez se dessiner. Le dilemme est le suivant. Vous êtes seul avec ce touriste que vous ne connaissez pas et le dilemme, c'est le suivant. Est-ce que vous allez, on va dire, remettre la cheville de ce pauvre cycliste en place et vous allez le laisser partir? C'est un cycliste en très bonne forme. La personne, elle est jeune, il n'y a pas de problème, elle est en excellente forme physique, sauf qu'elle s'est foulée la cheville et même en très bonne santé. Donc, vous allez lui réparer sa cheville, il va partir, ou alors, mais enfin, malheureusement, dans ce cas-là, vos 5 patients décèdent pendant que vous êtes en train de sauver ce cycliste, ou alors, vous allez par accident, tuer ce cycliste par une méthode douce. Vous n'allez pas prendre un couteau de boucher, vous n'allez pas faire de la boucherie, attention. Vous allez le tuer, mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir récupérer les 5 organes du cycliste. C'est pas très gai, mais on va arriver après à quelque chose de plus sympa. Mais vous allez sauver eh bien, vos 5 patients. Et là, c'est un dilemme. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou mauvaise réponse. Vous allez peut-être être passif face à 5 morts ou être actif. Vous allez peut-être commettre un homicide, mais dans votre morale intérieure, en tant que chirurgien, vous aurez sauvé 5 personnes. Et on en arrive justement à quelque chose de plus concret, c'est le dilemme de la voiture autonome. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi je vous ai présenté tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette technologie qui commence à arriver, les voitures qui fonctionnent toutes seules, qui roulent toutes seules. Et la voiture autonome, qu'est-ce qu'elle doit décider? Face à des situations malheureusement très complexes, que doit faire la voiture autonome? Et là, il y a une expérience mondiale qui est réalisée, qui s'appelle The Moral Machine. Pardon. Ouais, mon accent anglais est très très mauvais, je m'en excuse. Je vous ai mis la référence si ça vous plaît, et vous pourrez faire cette expérience en ligne. C'est-à-dire qu'il y a un site internet qui s'appelle Moral Machine. Et en quoi consiste ce test? C'est le MIT, donc le laboratoire, l'institut mondialement connu américain, qui propose en fait de faire des choix dans 2 situations. Et il y a donc des choix qui sont proposés par les internautes. On peut proposer des choix. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous voyez à gauche, vous avez la voiture qui a dans son habitacle donc 2 personnes âgées, 2 femmes, personnes âgées. Très bien. Soit elle va se cracher, donc cette voiture, sur eh bien, l'obstacle qui est juste devant. Mais dans ce cas-là, vous allez sauver les 2 jeunes femmes qui sont en train de traverser sur le passage piéton et donc elles vont être en vie. Ou alors, à droite, la voiture va faire un mouvement et vous allez donc tuer malheureusement les 2 femmes, les 2 jeunes femmes, et vous allez sauver les 2 grands-mères, les 2 personnes âgées, femmes qui sont dans la voiture. Je précise femmes parce que ça aura une importance pour tout à l'heure, vous allez voir. Et donc là, le choix, vous allez prendre en considération votre morale, votre éthique et peut-être d'autres notions comme la loi. Regardez bien, sur le passage piéton, les 2 femmes traversent au petit bonhomme rouge. La main, elle dit stop. Donc, elles sont hors la loi actuellement puisqu'elles traversent sur un passage piéton, mais elles n'avaient pas le droit de passer. Et donc là, quel choix faire? Qu'est-ce que la voiture doit faire? Elle ne peut pas s'arrêter, c'est le choix, elle doit être fait, soit elle se crache, soit elle tue des personnes. En tout cas, il y aura des morts dans les 2 cas, mais quel est le meilleur choix à faire dans cette situation? Voilà, comme le dit Amandine, je vous conseille de faire ce choix puisque vous allez voir que cette expérience, c'est pour notre futur et qui nous concerne toutes et tous. Autre possibilité, donc là, regardez, vous avez le choix, pareil, vous avez une voiture qui est vide. On imagine les futurs taxis en 2030 ou 2040, vous aurez des taxis, même aujourd'hui, qui vont arriver devant chez vous pour vous prendre
on va dire, en voyage. Et donc, vous avez à gauche le choix d'écraser 4 animaux, donc il y a 3 chats et un chien, qui, eh bien, ont traversé sur un passage piéton avec le bonhomme vert, donc les 4 animaux respectent la loi, ou alors vous allez à droite tuer donc 4 êtres humains. Donc il y a une jeune femme, une athlète, une femme athlète, un homme qui peut être obèse et un homme qui est homme d'affaires. Mais eux, par contre, ont traversé au petit bonhomme rouge, donc ils étaient hors la loi. Pareil, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y en a, et ça peut peut-être vous surprendre ou pas, qui choisissent de sauver eh bien, les animaux et d'écraser les êtres humains, puisqu'ils considèrent que c'est l'aspect législatif, c'est la loi qui était le plus important, et donc les animaux ont le droit de vivre parce que, eh bien, ils ont respecté la loi et pas les êtres humains. Donc, et le dernier choix, après on va avancer, hein. Imaginez ici, vous avez donc la voiture qui est vide, hein, pareil, le taxi, vous écrasez dans l'image de gauche donc 2 femmes d'affaires et un homme d'affaires qui passent au petit bonhomme rouge, ou alors vous écrasez eh bien, une jeune femme et 2 hommes en nécessité, donc 2 personnes qui vivent dans la rue, mais par contre qui respectent la loi. Pareil, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il suffit eh bien, de choisir. Alors, je lis le petit chat. Dans mon travail, en cas d'incendie, on a consigne d'évacuer les plus jeunes par rapport aux anciens. Voilà. C'est vrai que la mergouille, hein, c'est le pseudo hein, pour ceux qui écoutent. C'est vrai que c'est des choix qui doivent être faits. On entend dans les films, hein, notamment dans le Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Vous voyez qu'il y a une certaine morale. On va vouloir sauver peut-être une certaine population par rapport à une autre. Et donc, pourquoi le MIT fait ce genre de test d'un point de vue mondial? Donc, il y a des millions de tests qui ont été réalisés. Eh bien, c'est pour implémenter la meilleure intelligence artificielle dans la voiture du futur. Pour que lorsque la voiture devra faire un choix qu'elle ne veut pas prendre, je veux dire par là, il y aura des morts dans tous les cas. Eh bien, il faudra que la voiture puisse prendre le meilleur choix d'après l'ensemble des analyses de l'humanité. C'est-à-dire que d'après l'être humain sur la planète Terre, eh bien, c'est le meilleur choix qui aurait pu être fait. Le meilleur entre guillemets, bien entendu. Alors, dans cette expérience, il peut y avoir que des blessés, hein. Là, c'est vrai que je vous montre des morts à chaque fois, mais il peut y avoir que des blessés. Voici les premières conclusions autour donc de ces 40 millions voilà, de réponses qui ont été collectées jusqu'alors. Regardez, c'est ça qui est très intéressant, les premiers résultats qui peuvent être avancés. Déjà, sauver plus de vies plutôt que moins. C'est vrai que ça, c'est un peu peut-être logique. On va vouloir sauver plus de vies plutôt que moins. Si on a un choix entre sauver une personne ou sauver 3 personnes, que l'on ne connaît pas, hein, dans le cas de la voiture autonome, on ne connaît aucune des personnes, eh bien, on va vouloir sauver le plus de vies. Ça, j'ai envie de dire, ça paraît, entre guillemets, plutôt logique. Vous allez voir qu'ensuite, c'est de moins en moins logique. Sauver les humains plutôt que les animaux, donc là, c'est vrai que c'est propre peut-être à notre espèce, on va vouloir sauver davantage l'être humain, sauver ceux qui respectent la loi plutôt que les hors-la-loi, donc là, vous voyez que l'aspect législatif passe avant, sauver les femmes plutôt que les hommes, donc là, c'est aussi un résultat, on ne savait pas, hein, est-ce que c'était plutôt les hommes ou les femmes, je vous avais dit que ça aurait une importance, donc on sauve plutôt les femmes plutôt que les hommes, sauver les plus jeunes plutôt que les plus âgés, et enfin, sauver les personnes minces plutôt que les personnes fortes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est étonnant ou pas. En tout cas, c'est un résultat. Et dernier résultat, donc sauver les personnes à haute valeur sociale plutôt que basse. C'est-à-dire que d'après les 40 millions de réponses, on va plutôt sauver les personnes qui sont des hommes d'affaires ou des personnes de classe populaire plutôt que des personnes qui sont en nécessité. Donc, grosso modo, si vous êtes une femme plutôt jeune dans un groupe de corpulence athlétique respectant la loi sur la signalisation piétonne et à forte valeur sociale, donc c'est-à-dire que vous êtes inséré socialement, vous aurez plus de chances de vivre que si vous êtes l'inverse, hein. Donc, si vous êtes un homme plutôt âgé, seul, vous êtes assez fort hein, dans votre corpulence, vous ne respectez pas la loi et vous êtes en nécessité, eh bien, vous aurez moins de chances de survivre d'après l'ensemble des décisions humaines. Ça pose bien entendu beaucoup de questions tout ça, hein, d'accord, hein, c'est sans compter que ça pose beaucoup de questions éthiques et morales. Donc l'objectif, c'est d'intégrer le meilleur choix dans les voitures autonomes du futur. Et je vous dis tout ça parce que dans cette deuxième partie de la conférence, et c'est pour ça qu'il nous reste une bonne demi-heure, enfin une demi-heure, on va donc parler du jeu vidéo. Et le jeu vidéo illustre parfaitement ces dilemmes du tramway et peuvent nous préparer à ces choix de dilemmes. Alors, je lis ce que dit Tsuki. Pour sauver les animaux ou les humains, il ne faut pas oublier que la loi considère qu'écraser un humain est un crime. Ce n'est pas nécessairement un crime lorsqu'il s'agit des animaux. Aux yeux de la loi, on entend.
Oui, alors j'avoue que je ne connais absolument pas la loi précisément sur ça, mais il y a l'aspect culturel, hein. C'est que là, je vous ai donné les résultats mondiaux. Mais par contre, en fonction des pays, c'est pas du tout les mêmes résultats. Dans certains pays, ça va peut-être pas vous surprendre, on va sauver davantage les hommes plutôt que les femmes. Dans les pays un peu plus machistes, les hommes vont vouloir être sauvés en priorité plutôt que les femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les résultats dans certains pays. Là, c'est globalement, dans le monde entier. Alors surtout, comment une intelligence artificielle peut identifier un humain à haute valeur morale? C'est une bonne question, Amandine. Actuellement, je ne sais pas si c'est possible de faire, peut-être avec des capteurs, en identifiant peut-être les vêtements, une montre avec un métal doré. Je ne sais absolument pas, hein, je suis en train de théoriser, mais ça peut être effectivement une, une réflexion à voir comment la voiture pourrait détecter que telle personne est à forte valeur sociale. Je ne sais pas actuellement. On va parler donc de jeu. Ça y est, deuxième partie, après vous avoir présenté cette partie un peu théorique, mais qui me tenait à cœur pour que vous compreniez un peu les tenants et les aboutissants de ce que nous allons parler. On va faire d'abord un focus sur le gameplay. Vous allez comprendre pourquoi. Alors le gameplay, c'est ce qui permet dans les jeux vidéo d'avoir des fonctionnalités, des fonctionnalités du jeu, c'est ces méthodes, ces mécanismes de jeu. Et d'après donc deux auteurs, c'est des amis à moi, Julian Alvarez et Damien Djauti, en 2007, ils ont distingué 10 briques de gameplay que vous voyez ici et qui sont appliquées dans tous les jeux vidéo que vous pouvez connaître. Il y a éviter, atteindre, détruire, créer, gérer, déplacer, la notion d'aléatoire, choisir, tirer et écrire. Là, vous voyez, hein, vous me voyez venir, hein, la brique choisir va beaucoup nous intéresser. Vous avez trois briques objectifs. Si vous prenez n'importe quel jeu en tête, hein, prenez votre jeu favori par exemple, vous aurez soit un but pardon d'éviter, soit d'atteindre, soit de détruire, ou peut-être plusieurs. Et vous aurez aussi des briques moyens, c'est-à-dire, eh bien, pour atteindre ces objectifs, je vais utiliser tel ou tel moyen. Exemple concret. Exemple numéro 1, pour détruire un vaisseau, je tire dessus. Voilà, pour détruire, donc c'est la brique objectif, je vais utiliser la brique donc de tir. Exemple numéro 2, pour éviter un obstacle dans les jeux de voiture, je déplace eh bien justement ma voiture. Et dernier exemple, hein, avec la notion de choisir, sans grande surprise, pour atteindre un objectif, je choisis ce chemin. Et c'est vrai que tous les jeux vidéo sont construits autour de ces briques, de manière plus ou moins implicite. Et si vous regardez, si vous analysez, vous prenez le temps de vous poser et d'analyser votre jeu auquel vous êtes en train de jouer, ça peut être League of Legends par exemple, hein, eh bien, League of Legends, vous devez détruire le nexus ennemi. Et pour cela, eh bien, vous allez déplacer votre personnage, vous allez gérer l'équipement de celui-ci, vous allez faire des choix. Est-ce que je fais le choix de la lane du haut, du bas, est-ce que je vais être en jungle? Donc là, c'est du jargon de League of Legends. Hein. Donc, vous voyez, on peut tout décomposer en petites briques. Et là, je vais vous montrer des cas concrets de jeux vidéo qui abordent cette notion de dilemme du tramway. Alors, avant d'aborder les jeux vidéo, si jamais vous ne voulez pas être spoilé par les jeux que je vais présenter, eh bien, je vous invite à mettre en mute, de peut-être quitter la salle et de revenir. Là, on va parler pour ce premier, je préfère le dire parce qu'il y aura du spoil. Hein, donc, si vous ne souhaitez pas être spoilé, ne regardez pas, c'est rare de dire ça, ou alors vous bouchez les oreilles. On va parler de Life is Strange. Donc, il y a du spoil également visuel. Hein. Donc, il y a à la fois dans la voix et dans le visuel, je préfère le dire. Si vous souhaitez revenir, parce que vous n'avez pas encore joué à Life is Strange, et vous souhaitez y jouer et ne pas être spoilé, revenez dans 2-3 minutes à peu près. Voilà. Au moins c'est dit, on ne pourra pas m'accuser de d'avoir spoilé et de ne pas avoir averti. Donc Life is Strange, donc un jeu de Square Enix, hein, sorti en 2015, c'est un visual novel. Pour ceux qui ont joué, donc ça va vous permettre de vous remémorer toutes ces scènes. Donc dans ce jeu, vous devez faire des choix. C'est un jeu à choix, avec des choix plus ou moins importants. Vous avez des choix qui ont une conséquence que très faible dans l'avancée de votre aventure, et d'autres choix qui, au contraire, sont beaucoup plus importants. Voici un premier exemple de choix, donc dernière chance pour que vous puissiez quitter si jamais vous ne voulez pas être spoilé. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui quittent, qui vont revenir. Donc voici, par exemple, vous avez un choix à un moment dans le jeu où vous devez dénoncer votre meilleur ami. Donc là, j'imagine que les personnes qui restent, ça vous intéresse, vous y avez joué. Donc vous êtes Maxine, hein, vous êtes la personnage, l'héroïne principale, et vous avez Chloé, votre meilleure amie. Et dans ce choix-là, vous devez dénoncer auprès du père de Chloé, savoir si elle a fumé ou pas. Donc, vous pouvez dénoncer Chloé, c'est-à-dire que
c'est bien elle, vous dites à son père, non, mais c'est elle qui a fumé. Et ou au contraire, vous pouvez vous dénoncer, vous. Quand bien même vous savez parfaitement que qui c'est qui a fumé, c'est votre meilleur ami. Et là, le jeu vous met dans une situation de dilemme parce que vous n'avez pas envie de vous dénoncer parce que c'est pas vous, donc vous vous dénoncerez de manière peut-être injuste, ça sera de l'injustice, mais vous n'avez pas envie de dénoncer aussi votre meilleur ami. Et le jeu ne vous propose pas d'autre choix. C'est que pour avancer dans le jeu, vous devez faire un choix. Et là, il y a souvent une personne qui me dit, oui, mais moi je ne choisis pas. Effectivement, l'absence de choix est un choix, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas continuer le jeu vidéo. Donc, quelque part, c'est un peu dommage. Mais vous pouvez vous arrêter ici. Et donc là, vous avez même une ambiance musicale, une ambiance sonore. Le sound design est très important puisque vous allez avoir une musique très stressante. On vous met devant le fait accompli. Vous devez faire un choix que vous ne voulez pas prendre. Et ça rappelle cette fameuse notion de dilemme du tramway. Et l'autre choix que vous avez connu, donc là, je vais encore spoiler la fin maintenant, hein, cette fin qui est, on va dire, horrible, puisqu'en tant que joueur, vous avez passé une aventure incroyable, vous arrivez à la fin, et vous devez donc faire le choix entre sacrifier votre meilleur ami, donc la tuer, clairement. Et là, on est bien dans le dilemme du tramway, avec cette notion de mort, hein, la mort qui est donc pour certains très très grave. Enfin, très très grave, ça fait partie de la vie. Bon, je ne vais pas être philosophe. Hein. Ou alors sacrifier Arcadia Bay. Donc Arcadia Bay, c'est la ville dans laquelle vous vivez. Et c'est vrai que vous devez faire ce choix-là. Est-ce que je sacrifie ma meilleure amie ou est-ce que je sacrifie toute la population? Vous ne pouvez pas, bien entendu, faire les deux. Vous ne pouvez pas sauver les deux. Vous devez faire un choix. Votre personnage est en train de pleurer, hein, comme vous pouvez voir. Hein, la situation est très tendue. Pour ceux qui ont joué, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Dans quelle émotion vous étiez à ce moment-là? Dans quel état vous étiez? Je pense que pour le bien, là, 90% des gens, soit vous étiez en train de pleurer, vous avez la larme à l'œil, ou vous étiez pas bien du tout. Je pense que c'était le cas. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que à la fin de chaque scénario, vous pouvez voir les choix des autres joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous comparer vis-à-vis des autres joueurs. Et ça peut être intéressant de se dire, ah tiens, je n'aurais jamais fait ce choix-là, moi. Mais bizarrement, enfin, ou bizarrement ou pas, hein, la majorité des autres joueurs ont fait ce choix. Donc c'est vrai que ça pose des questions, et là on est face réellement à un dilemme du tramway. Life is Strange illustre parfaitement cette théorie du dilemme du tramway qui avait été évoquée donc, au milieu du XXe siècle. Voilà, c'était horrible. Je te rejoins totalement. Voilà, je n'ai pas peur de le dire que moi j'étais aussi en pleurs. J'adore ce genre de jeux vidéo qui font ressentir des émotions. On va passer à un autre jeu qui est celui-ci. Donc pareil, hein, si vous ne voulez pas être spoilé, si vous voulez y jouer un jour ou que vous connaissez, eh bien vous pouvez sortir de la salle et revenir dans quelques minutes. Ce jeu s'appelle Pyre. C'est un jeu un peu plus indépendant de Super Giant Games. Je vous le conseille fortement si ça vous intéresse, cette notion de choix. Alors il y en a plein, hein, j'ai pris des exemples, mais il y en a plein. Et dans ce jeu, c'est un jeu un peu de, comment on peut l'appeler? C'est un visual novel, enfin c'est un jeu d'aventure avec des choix à faire et vous avez des phases d'action, de combat euh, qui vont ponctuer votre aventure. J'en dis pas plus. Et dans ce jeu, vous devrez donc faire des choix. Et ce choix vous est donné par des sortes de divinités ou du moins de personnages qui sont au-dessus de vous d'un point de vue importance. Hein. Et là, vous avez dans l'écran que je vous montre la gardienne de la porte. Je ne vais pas approfondir ce jeu, mais vous devez donc faire des choix. Et là, vous voyez le texte. Hein, il me faut donc votre décision. Au nom de qui effectuerez-vous ce dernier rite de libération? Celui ou celle que vous nommez ou l'exilé Oralec, donc c'est un autre personnage, retrouvera sa liberté, la liberté. Pour vous faire court, vous incarnez un personnage qui est déchu, qui est dans des abysses, hein, qui est dans une sorte de monde parallèle, où sont envoyés tous les renégats, tous les méprisés, etc. Vous êtes dans un monde parallèle, vous êtes toujours en vie, mais vous êtes renvoyé dans ce bas monde. Et vous avez la possibilité de revenir dans le monde supérieur, on va dire dans le monde dans lequel vous étiez, en effectuant des rites de libération, comme c'est marqué sur la diapositive. Et ces rites de libération, c'est là où vous avez les phases de combat, d'action, où vous affrontez une autre équipe. Et dans cette aventure, vous êtes dans un groupe, et c'est comme dans je sais pas, dans Rocket League, dans Final Fantasy avec le Blitzball, vous êtes dans une équipe, et vous avez donc des équipes qui s'affrontent sous la forme d'un tournoi. Et à la fin de ce tournoi, vous allez avoir une personne dans une des équipes qui va retrouver la liberté, comme l'élu en fait. Et c'est là que j'ai pris cette capture d'écran, parce que ça vient du jeu quand j'y ai joué. Vous êtes confronté donc à un choix. Vous devez sélectionner la personne qui, dans votre équipe, va être libérée. Mais attention, si vous libérez cette personne, vous ne pourrez plus la jouer après, parce que ces cycles, ces rites de libération vont se répéter. Et au début du jeu,
eh bien, vous vous dites, ben, je vais libérer tout le monde, je vais faire différents tournois et à terme, je vais libérer toute mon équipe. Vous êtes à peu près 8 personnes. 8 personnes que vous rencontrez au fur et à mesure. Et vous dites, bah, c'est cool, je vais gagner tous les tournois et les 8 vont être libérés. Tant mieux. Donc là, on vous dit, faites une décision. Prenez une décision. D'autres captures d'écran, regardez. Donc, il est temps de choisir qui parmi vous retrouvera peut-être sa liberté pour cette dernière fois. Les autres resteront jusqu'à la fin de leur jour dans les bas-fonds. Donc, les bas-fonds, c'est ce fameux monde des méprisés. Parce que oui, en fait, ce que vous apprenez au fur et à mesure de l'aventure, et au début, vous en doutez pas du tout, mais au fur et à mesure, vous dites, oh, il y a un truc qui cloche, c'est que tous vos personnages ne pourront pas être sauvés. C'est sûr et certain. Vous ne pourrez sauver qu'une certaine partie de votre équipe. Les autres seront définitivement contraints de rester dans ces bas-fonds, donc dans ce monde de misère. Et là, on vous dit, hein, il est temps pour la dernière fois de faire ce rite. Qui est-ce que vous allez sauver? Donc, un par un, vous croisez les regards de chacun de vos compagnons exilés. Et là, se mettent à l'écran les différents personnages qui vont vous parler un à un. Et vos chers compagnons exilés, hein, donc là je lis le script, vos amis ensemble, vous êtes arrivés jusque-là, mais maintenant les bas-fonds et les rites conspirent pour séparer votre groupe et bouleverser votre plan. Parce que le plan, en fait, c'était que tout le monde puisse être libéré et casser ce système de renégats et de mépris de la société supérieure. Et c'est vrai que là, vous dites, mince, bah, tous mes compagnons vont me parler dans le jeu, hein, et vous devrez faire un choix. Certains ont été libérés, et ça peut être aussi des membres des équipes adverses. Hein. Si vous avez perdu vos matchs, eh bien, ce sont des membres de l'équipe adverse. Donc, tout autant, pour ce dernier rite de libération, vous n'avez sauvé personne de votre équipe. Et là, dans le jeu, vient donc un choix à faire, clairement. Prête à choisir parce que vous incarnez donc une femme, si je ne me trompe pas. Et donc, pour cette dernière fois, oui, car il n'y a pas de retour en arrière. Non, la pression est trop forte. Là, vous avez un choix à faire. Là, c'est le jeu qui vous dit, hein, flèche du haut, flèche du bas. Et vous pouvez mettre non. Encore une fois, l'absence de choix est un choix. Et là, le jeu a tout prévu. C'est ça qui est magnifique, c'est que vous choisissez non, la pression est trop forte, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit il vous est inconcevable de faire ce dernier choix, c'est trop, vous hésitez, mais c'est alors que vous sentez une voix rassurante pénétrer dans vos pensées. Et là, vous avez un des personnages du jeu qui s'appelle Wolfred, pardon, et qui va vous rassurer, qui va vous donner des arguments pour faire votre choix. Et là, il vous dit le choix que vous êtes sur le point de faire, quel qu'il soit, et quelles qu'en soient les conséquences, nous comprendrons. Et avec cette phrase, il vous rassure, puisque la compréhension dans le choix est très important pour savoir est-ce que vous êtes apte à faire un choix ou pas. Lorsque, eh bien, vous êtes face à un dilemme et que une des personnes vous dit je comprendrai ton choix, même si tu ne me choisis pas, je te comprendrai. Ça va faire baisser votre tension. Vous allez vous dire ah, ça y est, c'est peut-être moins difficile de faire un choix parce qu'elle va comprendre. Donc la compréhension est un facteur qui va faire baisser votre tension dans le choix. Et c'est pour ça que dans le jeu, eh bien, vous avez ce personnage qui va faire baisser votre tiraillement intérieur, ce dilemme qui vous anime à ce moment-là du jeu. Et vous continuez, hein. Alors n'hésitez pas et vous n'avez pas à vous justifier. S'il vous plaît, croyez en vous, car nous croyons en vous. Parce que là aussi, on ne vous demande pas de vous justifier. Lorsque vous faites un choix, des personnes se justifient avec plein de phrases et se sentent, on va dire, dans l'obligation de se justifier. Mais rien ne vous oblige à justifier votre choix, sauf si on vous le demande. Et là, justement, vous avez ce personnage qui vous dit, vous n'aurez pas à vous justifier. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre un choix et ne pas vous justifier. Pourquoi? Ben, je ne te le dis pas. Et c'est ce qu'il est en train de vous faire. Donc il est encore en train, ce personnage, de vous faire baisser cette tension dans ce dilemme. Et là, s'il vous plaît, croyez en vous, car nous croyons en vous. Le fait de croire en l'autre, c'est une forme de dire, on sait que vous allez prendre une bonne décision, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas. On croit en vous. Ah, pardon, je suis passé au jeu suivant. Donc là, c'est vrai qu'avec le jeu Pyre, c'est une autre forme du dilemme du tramway, avec des mécanismes de jeu où vous êtes confronté à des choix cornéliens, des choix de tramway, hein, du dilemme du tramway, enfin, qui illustrent cette théorie, et les personnages vont être là pour faire abaisser votre tension. Mais à la fin, clairement, je vous le dis, hein, si vous ne voulez pas être spoilé par T, sinon je vais le dire, ouais, à la fin, tous vos personnages ne pourront pas être libérés. Et donc, vous allez voir certains de vos compagnons qui seront ad vitam aeternam dans les bas-fonds. Et c'est le jeu qui est prévu pour ça. Quand bien même, au tout début, vous pensiez qu'il était possible de sauver tout le monde. Autre jeu vidéo, c'est le jeu Enterre-moi mon amour. Alors c'est un jeu vidéo beaucoup plus récent, c'est un jeu à la fois public et privé, parce que l'éditeur c'est Playdius, mais vous voyez les développeurs, il y a Arte France, donc ça a été en fait un jeu vidéo qui a été développé à la suite d'un article dans Le Monde que je vous présenterai après.
Et c'est un jeu vidéo qui retrace, pareil, si vous voulez pas être spoilé, vous revenez juste après, qui retrace le chemin et la péripétie d'une jeune Syrienne immigrée, donc de la Syrie, jusqu'en Europe. Et c'est une histoire vraie. Voilà, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que c'est une histoire vraie qui a été validée par cette jeune femme qui a fait ce voyage. Et donc dans ce jeu, vous incarnez Nour, donc le prénom a changé, hein, mais je vous donnerai un peu les révélations à la fin. Vous incarnez Nour qui est sur le point de partir. Et là, je vais vous montrer, voilà le synopsis. Donc, voici le synopsis du jeu. Depuis des années, les bombes tombent sur Homs en Syrie, et c'est vrai, hein, je veux dire par là, si vous vous intéressez un minimum à l'actualité de ces dernières années, eh bien, c'est vrai. La Syrie, on ne peut pas dire que ce soit malheureusement un pays où ce soit la paix absolue actuellement. En tout cas, on espère que ça le redeviendra au plus vite. Elles détruisent la ville et sèment la mort. Alors, quand sa sœur jumelle vient s'ajouter à la liste des victimes, Nour craque. Elle décide de partir pour l'Europe. Là-bas, peut-être, elle trouvera une vie meilleure. Majd, donc ça c'est aussi un vrai personnage, hein, un homme qui existe vraiment, son mari, ne peut pas venir avec elle. Lui aussi a perdu son père il y a peu, mais sa mère et son grand-père sont toujours vivants. S'il les laisse, ils ne s'en sortiront pas. Donc ça c'est le synopsis. Le 4 mars 2016, et c'est vrai, c'est une vraie date, hein, ça s'est vraiment passé le 4 mars 2016, Nour monte dans un camion pour gagner l'Europe. Avant de la laisser partir, Majd la serre dans ses bras dans un souffle. Il lui glisse cette phrase qui se dit dans le monde arabe, en guise d'adieu, enterre-moi mon amour. Cela signifie prends soin de toi, ne t'avise surtout pas de mourir avant moi. Et en fait, je me suis intéressé donc à la culture arabe pour avoir appris la langue il y a très longtemps et malheureusement j'ai tout perdu. Bon, ça c'est autre chose. Mais je m'étais intéressé donc à la culture maghrébine parce que j'avais voyagé beaucoup avant, hein, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Et c'est vrai que en s'intéressant un peu plus à ces cultures-là, à la culture orientale, quand on dit, alors avec des mots arabes, mais je n'ai pas la phrase, là, je suis désolé, mais l'équivalent français enterre-moi mon amour, ça se dit en fait. Et c'est comme si en français, on disait prends soin de toi. Ne t'avise surtout pas de mourir avant moi. C'est ce qu'on dit donc avant que les personnes partent. Nous, c'est, on va dire dans le monde occidental, ça équivaudrait à prends soin de toi, adieu, mais surtout prends, voilà, bonne continuation. Mais vraiment avec un aspect très très fort d'amour. Et donc le jeu se présente comme tel. Vous avez un smartphone avec des phrases et vous devez faire des choix. Et c'est Majd en fait qui vous parle et vous racontez votre aventure. Et vous devez faire des choix. Est-ce que je prends tel bateau? Est-ce que je rencontre tel personnage? Etc. etc. Donc là, vous voyez, dans la capture d'écran, tu n'as pas le choix, prends un autre taxi, parce qu'à un moment, vous êtes confronté à un choix de prendre un taxi ou pas. Donc tout le jeu se déroule comme suit, et à la fin, vous avez un arbre des possibilités de fin, pas gigantesque, pas non plus abusé, mais vous avez plusieurs dizaines de fins possibles, dont une qui est celle que a réellement vécu Nour, donc la fille, hein, qui est la jeune femme, qui a fait ce voyage. Donc en fait, pour tout vous dire, derrière ce jeu vidéo, il y a une histoire vraie, comme je vous ai dit. Et l'histoire vraie, c'est que la mère en fait de cette jeune femme, qui s'appelle en fait Dana, donc c'est pas Nour, mais en réalité c'est Dana qu'elle s'appelle, lui a souhaité bonne chance. En fait, la mère de Dana lui a dit enterre-moi mon amour, mais avec les mots arabes. Alors que la jeune Syrienne quittait son pays en direction de l'Allemagne, donc le 19 septembre 2015. Donc là, le 4 mars 2016, c'est vrai que c'était une des étapes, puisque ça a duré plusieurs mois en fait. Et voici en fait, comme je vous ai dit, l'article du Monde qui avait été écrit par Lucie Soulier. Et c'est un vrai article, encore une fois, hein, c'est l'histoire vraie. Elle s'était rendue donc en Syrie pour interroger cette jeune femme que vous voyez de dos ici. Donc de la Syrie à l'Allemagne, carnet de route d'un exil dans le téléphone d'une migrante syrienne. Elle avait gardé toutes les traces donc de son périple et ils ont décidé d'en faire un jeu vidéo pour sensibiliser. Donc là, il y a un aspect utilitaire hein, pour sensibiliser au fait de rendre compte de qu'est-ce que vivent ces populations qui malheureusement se font bombarder donc en Syrie et dans les pays du Golfe notamment, donc dans les pays en guerre. Donc ça a permis de sensibiliser à ceci. Et donc il y a vraiment des choix très 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 durs hein, parce que certaines finalités du jeu c'est la mort de la personne. Hein. Vous pouvez ne pas arriver à terme, vous pouvez faire mourir Nour. Et elle a dit oui, si j'avais fait ce choix, oui, je pense que j'aurais décédé. En grosso modo, c'est un peu ça. Autre jeu, et on s'approche petit à petit de la fin, c'est un autre jeu, un peu un serious game, c'est un projet étudiant. Ça m'a tenu à cœur de montrer aussi des jeux publics, puisque là c'est à l'université de Lyon que ça a été développé, c'est un projet étudiant.
Alors, je me permets de commenter ce que dit Amandine. J'aime tellement ces serious games pour les gens. Ouais, exactement, pour que les gens se rendent compte. Tout à fait. C'est fait pour ça. Là, on a quitté les jeux vidéo, hein. Tout autant Life is Strange et puis Pyre, c'était réellement des jeux vidéo. Là, on est plus sur le serious game, clairement, parce qu'ils ont été développés pour sensibiliser. Donc, ce jeu s'appelle This is the End. Désolé pour mon accent très mauvais. Et c'est un jeu qui, pour faire court, sensibilise au phénomène de radicalisation des jeunes et enfin, des jeunes et des moins jeunes hein, en Occident. Donc, repérer les comportements et les attitudes des personnes qui étaient, on va dire, totalement épanouies et qui, du jour au lendemain, malheureusement, pour des arguments inconnus parfois, viennent à se radicaliser et à commettre des attentats. Et donc ce jeu, vous incarnez en fait comment on appelle ça? Un officier, et vous allez interroger, il y a plusieurs histoires qui vous sont proposées, vous allez interroger les proches de la famille de différentes personnes. Alors je crois qu'il y a plusieurs personnages, vous avez l'aventure de Bilal, vous avez l'aventure de Marion, et l'aventure je ne me rappelle plus de la troisième personne, mais ces trois personnes ont été radicalisées à la fin. Et donc, vous allez pouvoir, comme dans le Cluedo, regrouper différents indices pour prendre une décision à la fin. Et en fonction de votre décision, vous allez peut-être arrêter la personne avant qu'il ne soit trop tard, ou au contraire, parce que vous n'avez pas su retrouver les bons arguments, eh bien malheureusement, elle va se radicaliser et vous apprendrez dans le jeu qu'elle a commis eh bien, un attentat dans un pays, je crois en France ou à l'étranger. Donc là, c'est une capture d'écran du jeu, hein, vous êtes au parloir, Rachid vient de partir, donc ça c'est un des proches qui s'inquiète fortement. Et donc là, retourne au bureau et reprendre contact avec Bilal, donc c'est justement la personne avec qui vous êtes en contact. Donc c'est très intéressant pour comprendre, c'est un serious game, pour comprendre les phénomènes de radicalisation qui peuvent exister dans les collèges, dans les lycées ou ailleurs, hein, mais des jeunes. Et ce jeu a été fait donc pour ça à l'université de Lyon. Et enfin, attendez, hop là, pardon. Enfin, le dernier jeu que vous connaissez peut-être, qui avait fait beaucoup de parler de lui lorsqu'il est sorti en 2013, c'est Paper Please. Donc Paper Please, c'est un jeu développé donc par Lucas Pop, et ce jeu vous met dans la peau d'un douanier. Je crois que j'ai le synopsis. Oui, voilà, j'ai le synopsis. Le voici. Félicitations, votre nom a été sélectionné lors de la loterie du ministère du Travail du mois d'octobre. Pour prendre vos fonctions, présentez-vous immédiatement au ministère des Admissions du poste frontière de Grestin. Alors, c'est un pays imaginaire, hein, d'accord, les noms qui ont été donnés sont imaginaires, mais ça pourrait parfaitement exister. Un appartement de classe 8 vous a été affecté à Grestin-Est et vous pourrez vous y installer avec votre famille Gloire à l'Archtosca. Voilà, donc là, c'est le pays dans lequel vous êtes. L'État communiste d'Archtosca vient de mettre fin à 6 années de guerre contre son voisin, la Koléchie, récupérant ainsi le secteur de la ville frontière de Grestin, qui lui revient de manière légitime. Votre tâche en tant qu'inspecteur du service de l'immigration est de contrôler le flux de personnes désirant pénétrer sur le territoire Archtosque depuis la Koléchie. Parmi la multitude d'immigrants et de visiteurs à la recherche de travail se cachent des contrebandiers, des espions et des terroristes. Munis uniquement des documents présentés par les voyageurs et de l'équipement rudimentaire d'inspection, de fouille et de vérification des empreintes digitales fournies par le ministère des Admissions, c'est à vous de décider qui recevra l'autorisation d'entrer en Artoshka et qui sera refoulé, voire mis en état d'arrestation. Donc grosso modo, vous êtes dans la peau d'un douanier et vous devez, sur la seule base des documents qui vous sont fournis par les différents visiteurs dans le jeu vidéo, dire si vous acceptez cette personne sur le territoire ou si vous la refusez. Et donc là, c'est un peu pour sensibiliser aussi à toutes ces questions d'immigration, d'acceptation sur le territoire. C'est des questions très délicates, hein, comme vous pouvez vous en douter, qui font beaucoup parler d'encre, surtout en ce moment. Et donc, ce jeu-là vient à sensibiliser et vient les personnes qui doivent prendre ces décisions et peut-être se mettre dans la peau de ces êtres humains hein, qui doivent prendre des décisions parfois très complexes et où il y a du dilemme du tramway. Qu'est-ce que je fais face à cette personne? L'avant-dernière diapositive, donc quel effet tout ça a sur le joueur? C'est que, ok, je vous ai présenté le dilemme du tramway, la notion de choix, mais quel est l'effet sur vous? Pourquoi réaliser des jeux vidéo cyniques? C'est vrai que plutôt cynique, tout ce que je vous ai présenté, vous allez me dire, ouais, mais là, tout ce que tu as parlé, Antoine, c'est vachement cynique. Tu as parlé de mort, tu as parlé de choix cornéliens, tu as parlé de pommes pourries. Bon, c'est pas très gai ta conférence là. Oui, c'est vrai que c'est pas très gai.
parce que c'est pour mettre le joueur dans une situation de choix. Et le choix dans la vie au-delà du jeu vidéo, comme je vous ai présenté au début, ça fait partie de notre vie de tous les jours et c'est pas évident. Donc si on est confronté dans les jeux vidéo à des situations de choix eh bien, difficiles, on peut se préparer, notre mental, notre esprit, à terme, peut se préparer à être face à des dilemmes du tramway. Donc voilà, le dilemme du tramway, on va savoir y faire face et on va savoir faire face à des choix difficiles. Face à un choix difficile, est-ce que je panique ou au contraire, je garde mon sang-froid? J'ai été habitué, grosso modo, par le jeu vidéo à être dans des états de stress où je sens mon corps réagir. Je vais me calmer et je vais faire un choix. C'est aussi pour relater des histoires vraies, comme je vous ai dit, hein, avec Entièrement mon amour, avec Isis Zien, donc c'est des vrais cas de radicalisation qui ont été reportés, etc., etc. Donc la notion de serious game qui est très importante et pour transmettre un message hein, envers le grand public et envers donc les joueurs de jeux vidéo notamment. Et c'est aussi pour faire ressentir des émotions aux joueurs, c'est on va dire un des leviers du gameplay que souhaitent mettre en place les éditeurs, les développeurs, c'est faire ressentir des émotions. Et faire ressentir des émotions, des sentiments de dégoût et de tristesse, qui ne peuvent pas peut-être être les premiers sentiments que l'on souhaite avoir dans un jeu vidéo, mais c'est vrai que le sentiment hein, de tristesse, on peut rechercher ça dans les jeux vidéo. On veut savoir, mais jusqu'où on peut aller. Voilà, jusqu'où on peut aller dans la scénarisation et dans la narration d'un jeu vidéo. Et c'est aussi, de manière sous-jacente, hein, quelque chose qui est très intéressant pour atteindre la morale du joueur et l'éthique normative que j'avais mentionnée tout à l'heure, hein, avec le dilemme du tramway, c'est pour vous faire réfléchir en fait. Tout simplement, c'est pour vous faire réfléchir sur l'éthique humaine et sur la complexité des choix et des prises de décision que peuvent faire les êtres humains dans la vie de tous les jours. Donc, grosso modo, à la fin, c'est pour éveiller l'esprit critique du joueur. Si on doit vraiment faire une conclusion à cette conférence, pourquoi il existe des jeux avec le dilemme du tramway, pourquoi ces jeux-là peuvent exister, eh bien, c'est pour éveiller votre esprit critique, pour que vous puissiez vous poser des questions, réfléchir à l'éthique humaine, à la morale humaine, et prendre des choix, parfois, dans des situations très, très, très complexes, comme j'ai pu vous présenter jusqu'alors. Et c'est ainsi que se finit cette conférence. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je ne sais pas s'il y a une autre animation après, si on a le temps pour quelques questions. Je m'adresse à Amandine, tu es modératrice. Voilà. En tout cas, la parole est à vous et je vous remercie d'y avoir assisté.